vous, Antoine Glaser Pour poursuivre un peu, moi, je pense que c'est surtout une sorte de substitution. Je veux dire, en dehors, effectivement, de certain nombre d'acteurs qui sont toujours présents. Mais ce qui m'a vraiment surpris, moi, bien sûr, j'ai plus connu la période post-coloniale, et c'est à quel point, finalement, des personnalités dans tous les secteurs, et moi-même, moi, je me considère comme un profiteur de l'Afrique. Moi, en tant que journaliste spécialiste de l'Afrique, j'ai pu, pendant 30 ans, comme ça, écrire des livres, faire des bouquins, parce que les petites publications que je faisais avaient un retentissement, parce que mes confrères africains, soit Français d'origine africaine, n'étaient pas pris au sérieux en France, soit ils étaient sous la pression des autocrates dans leur pays. Donc je veux dire, moi je balaye même devant ma porte. Seulement j'ai connu la substitution, ça a été l'enseignement. Tout le domaine de l'enseignement pendant 30 ans, c'était des dizaines de milliers de Français qui faisaient la coopération. Alors je ne critique pas leur travail, ce qu'ils ont fait et autres, mais j'ai vu des rapports confidentiels du ministère de la Coopération. En 89-90 encore, ils ont dit il faut arrêtons. Parce que là, il y a, sur 5000 coopérants, il y en a 70 qui sont des enseignants et qui font à la place des Africains. Donc je crois que si on ne comprend pas, qu'il faut arrêter de se substituer aux Africains constamment, pas simplement leur donner des leçons, mais se faire à leur place. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est vrai qu'à un certain moment donné, voilà, il faut comprendre qu'il y a une période où il faut arrêter de faire à la place d'eux. Et la deuxième chose, apprendre de l'Afrique. On n'a pas appris de l'Afrique. On a exporté dans tous nos pays, pas simplement notre constitution et pas simplement notre langue, notre façon de faire. Et alors Antoine Glaser, vous qui avez crapahuté, si je puis dire, dans beaucoup de pays africains et depuis si longtemps, comment vous expliquez, vous, cette différence de niveau économique entre les pays africains? Non mais d'abord c'est vrai qu'on est quand même toujours obligé de parler de la diversité. Vous avez un certain nombre de pays qui ont mené des mouvements de libération, je veux dire que ce soit l'Afrique du Sud, l'Algérie et autres. Bon, je veux dire, ils ne demandent pas à avoir des cadres de l'extérieur. Ça, ou alors il y a une aide, mais c'est vraiment différent que des pays qui ont vécu vraiment dans une période, dans un cocon post-colonial, pour faire court, qu'on appelle la France-Afrique. Donc, je veux dire, encore une fois, c'est là, pour moi, avec le recul, c'est vraiment ce truc de faire à la place des Africains, de ne pas laisser finalement, pendant très longtemps, très honnêtement, regardez, on parle actuellement beaucoup des changements, Emmanuel Macron, de nouvelles stratégies africaines vis-à-vis de l'armée, qui a été humiliée au Mali et au Burkina Faso. Mais pendant des années, moi j'ai connu pendant 30 ans, et ça, pas simplement parce que la France le voulait, parce que les chefs d'État préféraient pendant des années que l'armée française ne forme pas leurs propres militaires, parce qu'ils craignaient les coups d'État, et du coup... Ouais, très bien, ça, voilà, donc dit, voilà les profiteurs, on va dire les profits. Mais... Très bien, mais l'asymétrie économique entre les différents pays, comment vous l'expliquez? Quand vous avez un pays comme le Gabon, où va se rendre Emmanuel Macron, il y a 1 million d'habitants, il y a des richesses absolument incroyables, il y a eu de l'uranium, maintenant il y a encore du manganèse, du pétrole et autres. Je veux dire, si c'était bien géré, ça ne devrait poser aucun problème. Vous ne pouvez pas comparer ça avec le Nigeria qui est en train de faire des élections tout à fait, elles ne sont peut-être pas honnêtes, mais ils font quand même il y a une vraie démocratie avec des élections. Il y a 200 millions d'habitants, il y en aura 400 millions en 2050, ça sera vous vous rendez compte qu'il y aura vraiment un habitant sur Terre, sur 4, qui sera africain. On ne peut pas comparer. La seule chose qu'il faut quand même toujours se rappeler, c'est que c'est vraiment le moment, parce que, voilà, c'est aux Africains, c'est vraiment, quand on dit Afrique aux Africains, c'est pas un mot, on ne va pas continuer à faire à leur place. Qui se démerde. Quand je dis qu'ils se démerdent, tout le monde dit... Vous l'avez dit. Voilà. Sylvie Brunel, j'aimerais... Venons-en à des questions sécuritaires et stratégiques avec vous, Antoine Glaser. La France poursuit son désengagement militaire de l'Afrique. Des puissances émergentes s'y installent et se paient en ressources minières et autres prédations foncières. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux profiteurs ? Alors les nouveaux profiteurs, on pense bien évidemment aux Russes, de Wagner ou autres. C'est bien évident qu'il y a des profiteurs, mais ils profitent sur un système, c'est-à-dire c'est pas eux qui créent les problèmes. Ils profitent d'un système ancien, ça veut dire c'est une sorte d'anachronisme historique. Ils vont être là dans des secteurs où, par exemple, moi je pense que la France a eu tort de se retirer de la Centrafrique.
avec l'opération Sangaris, parce qu'ils ont sous-estimé à quel point, par exemple, que la Centrafrique était un pays totalement géostratégique, compte tenu de ses frontières et compte tenu du fait que c'est un pays où il y a des diamants. Ça veut dire Wagner, il se paye sur les diamants en particulier. Et une poignée de diamants, là, si vous allez, je sais, copain qui est allé voir la De Beers à Londres, prenez une poignée de diamants, vous avez 100 millions de dollars dans votre main. Avec ça, évidemment que Wagner, ils peuvent se payer des mercenaires. Et la France a laissé tomber la Centrafrique, à quel point que les Américains, maintenant, c'est eux qui veulent venir chasser les Russes de Centrafrique. Sauf que la France a été chassée, effectivement, de Sahel. Mais à mon avis, c'était une période historique qui se passait dans Sahel. C'est une période décoloniale. On était beaucoup trop présents pendant une période beaucoup trop longue. Donc, je veux dire, c'est l'histoire qui parle. Et il faut vraiment penser que ce continent est devenu, l'Afrique s'est mondialisée sans qu'on s'en rende compte. À Paris, on avait l'impression, on regardait la réunification de l'Allemagne et on ne voyait pas du tout l'Afrique se mondialiser. Moi, je me souviens, les milieux patronaux, les mecs disaient la Chine, écoute, arrête de nous emmerder, les Chinois, ils auront besoin de nous, etc. Donc, c'est une période historique et très honnêtement, ce continent, il faut faire confiance aux gens qui sont à la manœuvre. Alors, s'il y a des autocrates, ils se débrouillent, les autocrates, mais les Russes, franchement, ils surfent sur des situations anciennes, sur les anachronismes historiques, sur le refoulé. Mais je veux dire, il faut parler de l'histoire de cette période particulière. Oui, mais alors, Glaser, votre point de vue sur cette question des institutions, c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué le FMI, la Banque mondiale, quand des pays sont en difficulté, ils exigent des ajustements qui ont des conséquences. Mais vous avez le sentiment que tout ce qui a été distribué comme aide au développement à travers ces institutions n'a eu que des effets négatifs? Je suis incapable de me prononcer sur le fond, je ne suis pas économiste. Simplement, ce que je peux dire, c'est que de la même façon que la France a exporté dans ces pays, toutes ces institutions, etc., ce qui permet que les chefs d'État, d'ailleurs, ils sont devenus des vrais constitutionnalistes, ça leur permet de faire des deuxièmes, des troisièmes, quatrièmes mandats. Mais surtout, ce que je crois par contre, c'est que ces grandes institutions, on appelle le Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, ça leur a permis de faire vivre des dizaines de milliers d'experts. Pourquoi? Parce qu'ils envoyaient avec les prêts d'ajustement structurel autour de ce qui était imposé d'une façon ou d'une autre. Il y a bien évidemment mais vraiment, moi j'ai connu dans les hôtels, il y a des hôtels en Afrique qui étaient bourrés d'experts. Pourquoi? C'était comme si c'était une autre langue. Le FMI et la Banque mondiale. C'était vraiment la langue des économistes que les Africains, il ne fallait surtout pas leur apprendre cette langue. Et ça faisait, c'est des experts qui avaient été autour des conseillers, autour de tous les ministres, etc. C'est ça la domination aussi. Donc moi, je ne me prononce pas, je ne sais pas si c'est prêt, ce qu'ils ont apporté, ce qu'ils ont retiré, mais je peux vous dire qu'il y a des vraiment, ça fait vivre l'extérieur. C'est la même chose, on va en parler sans doute avec Sylvie sur les ONG. Pourquoi est-ce que, par exemple, de l'extérieur, on ne donne jamais à des ONG locales, on donne toujours à des ONG de l'extérieur? Alors souvent, je ne vais pas citer l'agence, ou d'autres qui me disent toujours « Ah oui, mais on ne peut pas parce que nous, on est banquiers. En tant que banquier, on ne peut pas donner à une ONG locale. » Et tout ça, c'est ça qui crée aussi ce sentiment de dépossession de l'Afrique par rapport à ces grandes institutions. Alors, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de la Banque mondiale du FMI, maintenant, ils ont quand même intégré énormément de jeunes Africains. Il y a des financiers africains et autres. On parle de ces grandes institutions. Antoine Glaser, vous avez publié il y a quelques années avec Stephen Smith « L'Afrique sans Africains ». Le rêve blanc du continent noir. Le rêve blanc du continent noir. Et votre livre « Le piège africain de Macron » vient d'être publié chez Pluriel. Quelle continuité il y a entre tous ces livres sur l'Afrique? Est-ce que c'est une mission chez vous? Non, c'est pas une mission, mais c'est vrai que quand j'entends Aminata qui parle d'Afrique dépotoir, c'est vrai que moi ça me fait bondir. Avant de s'occuper, enfin je ne vais pas être critique sur le voyage du président Macron en Gabon, mais avant de dire que les grandes forêts du Gabon, c'est vraiment les forêts, c'est les biens communs de l'humanité, comme si ça appartenait pas aux Africains, c'est les biens communs de tout le monde. Il ne faut pas toucher à ces forêts, qu'on s'occupe déjà de l'Afrique dépotoir. Antoine Glaser, un mot quand même, quand on dit que les forêts sont des biens, c'est dans la mesure où ils capturent
le gaz carbonique. Oui, mais voilà. On dit que c'est les biens communs de l'humanité, ok, mais et à part ça, l'Afrique finalement a été très vertueux par rapport à l'ensemble du monde sur la pollution du monde, et on va dire, vous touchez surtout pas à vos forêts parce que ça peut servir à tout le monde, ok. Oui, mais là, on a... Non, mais c'est là où il y a un vrai problème. Bien,